Bonjour, voici la seconde édition de notre nouveau média U4YouTube. Bonjour, et nous avons reçu beaucoup d'encouragements et de suggestions des collègues pour le premier numéro. Et quelques critiques aussi. Oui, mais comme ça, on va essayer de s'améliorer. Nous l'espérons, nous allons essayer. Que va-t-on dire aujourd'hui, Kim? Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler du régime commun d'assurance maladie à l'ensemble de la fonction publique européenne, le RCM. Ce régime commun est géré par un comité de gestion constitué de représentants du personnel de l'ensemble des institutions et de représentants de toutes les administrations. Alors, ce régime a des recettes, nos cotisations, des dépenses, nos frais maladie, et la caisse de ce régime connaît des recettes excédentaires, sauf pendant une petite période où elle a connu des déficits. Et d'ailleurs, à l'époque, U4U était contre l'augmentation éventuelle des cotisations pour résorber le déficit ou contre la réduction de la couverture maladie. Et en fait, les faits nous ont donné raison, puisque ce déficit n'avait rien de structurel, il était purement conjoncturel. Et donc, le RCM produit de nouveau, depuis 3 années environ, des exercices excédentaires. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est que fait-on de cette réserve financière qui est très importante? U4U d'ailleurs avait consulté le personnel au printemps 2015 pour lui demander son avis sur la façon dont il convenait d'améliorer le régime. C'est vrai, et nous avions déjà à l'époque porté devant le comité de gestion un certain nombre de propositions des collègues, et je dois le dire, qui depuis ont été acceptées, comme par exemple le remboursement pour les femmes de plus de 35 ans d'un test prénatal, le NIPT-test, ou alors le remboursement des examens de suivi d'une maladie grave remboursés à 100%, même quand le statut de maladie grave est déchu puisque le collègue est guéri. Alors, pour U4U, 2 questions se posent par rapport à l'utilisation de ces excédents. La première, elle concerne le montant de la réserve. Pour nous, il doit diminuer, mais quel doit être le montant d'une réserve? Et la deuxième, eh bien, c'est justement quoi faire de ces excédents. Et pour nous, eh bien, ils devraient être utilisés pour mieux couvrir certaines rubriques comme la dentisterie, certains handicaps ou alors la dépendance, puisque en fait, vieux, eh bien, nous le deviendrons tous un jour, n'est-ce pas? Bien sûr, même si la vieillesse est un naufrage, nous souhaitons tous le devenir. Oui. Alors, comme toujours, il y a ceux qui ne veulent pas dépenser et qui continuent de parler d'économie. Et puis, il y a ceux qui souhaitent dépenser plus en couvrant mieux. Et là, nos priorités varient. Donc, le débat va s'ouvrir, c'est un début, et nous sommes tous appelés à y participer. Merci Kim pour ce tour succès, mais succinct, mais complet de la situation. Une autre nouvelle intéressante concerne le dialogue social conduit aujourd'hui au sujet de l'insuffisance professionnelle. Comme vous le savez, le statut prévoit une procédure pour traiter cette question. Cette procédure a des conséquences graves. Au terme d'une année d'insuffisance, on peut être bloqué au niveau de son échelon. Au bout de 3 années consécutives, on est rétrogradé. Et au bout de 5 années consécutives, on est licencié. Et nous n'avons pas de caisse chômage en tant que fonctionnaire. Mais est-ce qu'on sait combien de personnes sont concernées par ces procédures chaque année? D'après ce que nous dit l'administration, à peine une dizaine de cas, c'est peu, mais ce n'est pas une raison pour ne pas être vigilant, parce qu'une injustice, pour nous, vaut 1000 injustices. C'est tout aussi grave. Et puis, il faut tenir compte du changement du contexte. Les pressions extérieures sur la fonction publique s'accroissent. Il n'y a pas une année sans qu'un membre du Parlement européen ne nous questionne sur est-ce qu'on a donné une insuffisance à des collègues. Et puis, le contexte interne aussi se modifie du fait de la pression au travail qui alourdit les conditions d'exercice de notre métier. Mais alors, dans ce dialogue social avec l'administration, comment se positionne la représentation du personnel? Eh bien, la position de la représentation du personnel, elle procède d'un triple souci. Tout d'abord, comment éviter que les collègues arrivent à une situation d'insuffisance professionnelle? Quelles sont les mesures préventives, les actions préventives qu'on peut entreprendre? Deuxièmement, une fois que l'insuffisance est constatée, quelles sont les mesures de remédiation, les coachings, voire une mobilité quand celle-ci est possible et nécessaire? Enfin, comment encadrer l'ensemble de ce processus par
d'une part la création d'un comité paritaire de l'insuffisance professionnelle qui veillera à la correction du diagnostic, au respect de procédures, mais aussi au déroulement des carrières. Et de l'autre côté, la DGHL, dont les services doivent aussi encadrer le processus de la même façon, mais en veillant de surplus pour qu'il y ait égalité de traitement entre différentes directions générales. Bon, merci Georges. Nous verrons comment la négociation évolue. Avant de nous quitter, rappelons notre concert le 18 octobre prochain à 19 h à Flagey pour fêter l'anniversaire de la plateforme citoyenne européenne que U4U a créée avec d'autres associations pour débattre de la construction européenne. Nous vous attendons tous là-bas. Le concert est gratuit. À bientôt. À bientôt. Un dernier mot encore. Toutes les thématiques abordées dans les émissions de U4YouTube sont développées sur notre site. Cette fois-ci, je vais essayer d'en donner l'exact énoncé. C'est u4unity.eu. Et le for, c'est 4, bien sûr. Au revoir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.